Bonjour à toutes et à tous, professionnels, passionnés et curieux de développement durable. Vous écoutez Dialogue ESG, le podcast où nous explorons et analysons l'actualité à travers des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ensemble, plongeons dans les enjeux d'aujourd'hui pour mieux comprendre comment ils transforment notre environnement. Moi, c'est Patrick. Et moi, c'est Dominique. Dominique, la COP29 s'est tenue en novembre à Bakou. Et personnellement, j'ai jamais visité cette ville, ni l'Azerbaïdjan, mais ce nom m'a fait replonger dans le livre de Mathieu Ozonneau, L'or noir, la grande histoire du pétrole, publié en 2015. Dans ce livre, il explique que Bakou fut l'une des premières villes à produire massivement du pétrole. Et à la fin du 19e siècle, Bakou était devenu un centre majeur de l'industrie pétrolière mondiale. Le premier puits de pétrole fut foré dans la région en 1846, et au début du XXe siècle, les champs pétrolifères de la région produisaient plus de la moitié de l'approvisionnement mondial en pétrole. Cela a fait de Bakou une ville pionnière dans la production industrielle de gaz et de pétrole. Donc, comme pour Dubaï l'année dernière, ce sont aujourd'hui les centres pétroliers qui sont à l'origine des rassemblements concernant les initiatives écologiques. Alors effectivement, comment dire, Bakou du 11 au 24 novembre de cette année. Tout le monde n'est pas enthousiaste de ce qui a été atteint en termes d'objectifs, mais c'est vrai que il y a aussi toute une partie de la communauté qui dit que de réaliser ces COP dans des endroits qui produisent des énergies fossiles, c'est aussi un moyen finalement de les intégrer dans la discussion et de les forcer, si tu veux, quelque part à prendre part et à être un acteur actif. Et même si les objectifs atteints à la fin sont peut-être moins ambitieux, au moins on intègre tout le monde dans la discussion. Et ça, je pense que c'est quelque chose quand même de très positif. Et finalement, même si on n'a pas atteint tout ce qu'on aurait aimé, il y a quand même des nouveaux objectifs quantifiés de financement qui ont été mis en place et qui sont nettement supérieurs à ce qui avait été fait plus tôt. Et on est quand même dans cette discussion par rapport à l'objectif de 1,5. Est-ce qu'on va le tenir? Est-ce qu'on va pas le tenir? Est-ce qu'on doit le faire évoluer? Enfin, les discussions sont toujours positives et de ce point de vue-là, même si les objectifs chiffrés ne sont pas toujours ceux attendus, je pense que l'échange est bon et c'est bien que tous les ans, il ait lieu. Alors, tu as parlé de l'augmentation de la température au maximum de 1,5 degré, qui était un objectif fixé pendant une autre COP, la COP 21 à Paris en 2015. Je te propose donc qu'on s'y attarde un petit peu. Alors oui, c'est important de s'y attarder parce que c'est vrai que c'était un objectif quand même très ambitieux qu'on s'était fixé lors de cette COP. Et même lors de la mise en place ensuite des plans d'action pour atteindre cet objectif, on a tardé. Donc au départ, on était tous de bonne volonté, on a voulu faire quelque chose qui limitait quand même fortement l'impact du réchauffement climatique sur le monde, parce qu'à 1,5, on va dire qu'on est clairement encore sous contrôle. Mais après, on s'est rendu compte même lorsque la mise en place a été totalement faite aux alentours de 2021, on avait déjà le secrétaire général de l'ONU qui disait qu'il y avait un état d'urgence climatique et que le 1,5 sera vraiment très difficile à tenir. Donc c'était Antonio Guterres à l'époque. Et c'est vrai qu'il y avait déjà en fait des organismes au sein des Nations Unies qui voyaient plutôt un plus 4 ou un plus 5 d'ici la fin du siècle. Et aujourd'hui, on l'avait mentionné lors du dernier webinar, bien que ce soit une année exceptionnelle 2024 à cause du phénomène El Niño, on est quand même déjà en 2024 à plus 1,5. Et donc, l'effort qu'il va falloir produire pour rester à 1,5 ou pour revenir à 1,5 d'ici la fin du siècle va être absolument considérable. Mais il y a toujours encore des gens qui se disent que c'est possible. Donc voilà, c'est pas facile, mais je pense que on va probablement passer au-dessus et il y aura des événements à prévoir. Ok, on parle d'une augmentation de 1,5 degré maximum afin de garder notre environnement un tant soit peu sous contrôle. Mais quelles sont les conséquences si on monte à 4 ou même plus jusqu'à la fin du siècle? Est-ce qu'on arrive à quantifier ou est-ce qu'on arrive à estimer ça selon toi? Et quelles seront les conséquences finalement? Alors, c'est là que
tout le défi se trouve parce que comme c'est un phénomène planétaire, les conséquences sont pas les mêmes selon les pays. Et on retrouve en fait aussi cette grande injustice dont on a peut-être déjà parlé, qui est de dire tous les pays qu'on appelle ultramarins ou très proches de l'eau vont certainement être beaucoup plus impactés que les pays plus continentaux. Ces pays-là sont en général, alors on peut pas généraliser totalement, mais sont en général quand même des pays plus pauvres. Donc, un, ils seront plus impactés. Deux, ils auront plus de mal en fait à financer des infrastructures permettant de se protéger. Donc, j'ai envie de dire, au niveau de la COP 29, le fait qu'on ait triplé le financement annuel pour aider justement ce genre de pays est quand même une bonne chose. Et c'est probablement pas suffisant. Mais une fois de plus, oui, voilà, on est sur un phénomène mondial. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et donc, on essaye de traiter un phénomène mondial qui aura des impacts divers selon les endroits du monde où on se situe. Et ça, évidemment, c'est un niveau de complexité qu'on n'a jamais connu. On est finalement quand même relativement content d'avoir les Nations Unies qui chapeautent le projet, même si on les critique beaucoup et qu'ils font beaucoup d'erreurs et qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas comme on l'aimerait, c'est quand même une gouvernance mondiale qui nous aide pour traiter d'un phénomène mondial. La difficulté, selon moi, c'est que l'on fait des projections. On n'a presque aucune donnée empirique et l'on fait principalement des hypothèses. Ça rend la représentation de tout un chacun très difficile. Et c'est pour ça que l'on doit essayer de revenir à des événements plus locaux. Je pense notamment aux inondations à Valence, événements sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur un événement dont on avait parlé lors de notre premier épisode. Les inondations qui ont eu lieu dans la vallée du Rhône, en Suisse. Pourquoi revenir sur cet événement? Parce que tous les deux, on discutait de cette thématique avec un de nos clients. Cette entreprise a des usines de production en Suisse et en Autriche dans différentes vallées. Et nous avons abordé leurs analyses des risques météorologiques. La réponse nous a quand même un peu surpris puisqu'ils nous ont dit assez clairement que non, nos risques, ils sont parfaitement maîtrisés. Et on s'est dit, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est une forme de déni de type ça arrive que aux autres, pas à moi? Non, mais on a été effectivement surpris parce que on s'attendait quand même que d'une manière ou d'une autre, ces clients, parce que finalement, moi j'ai eu la discussion avec d'autres personnes lors de cet événement où on a quand même accueilli pas mal de monde, on s'était dit quand même que les gens nous diraient, oui, on a perçu un certain nombre de chamboulements, même si c'est pas directement chez eux, mais peut-être dans la chaîne d'approvisionnement, parce que tu vois, ils ont aussi des fournisseurs qui vont produire des matières premières, qui vont avoir des chaînes de logistique, qui vont avoir des zones où ils stockent leurs produits. Et c'est vrai que globalement, la réponse a toujours été non, on ne perçoit rien. Donc, on peut se dire deux choses finalement par rapport à ça. Soit ces événements climatiques se produisent principalement dans des zones où il y a peut-être des gens, mais c'est plutôt du résidentiel. Donc, tu vois, les entreprises ont peut-être été plus clairvoyantes et ne se sont pas positionnées, on va dire, dans des zones qui pourraient être inondées, mais plutôt sur le sommet de la colline. Ou alors, on peut dire également, les entreprises ont une très bonne maîtrise de leur chaîne de valeur, surtout de leur chaîne d'approvisionnement, et donc ils ont anticipé et ils ont les risques sous contrôle. La troisième option, mais celle-là, je ne sais pas si c'est celle qu'on veut évoquer, c'est que ils sont très optimistes et puis ils ne maîtrisent rien et pour l'instant tout va bien. Oui, ça fait un peu penser au Titanic. On construit un bateau que l'on estime insubmersible et en fait, il arrive un événement qui ne semble, avec le recul, pas si impossible que ça, mais que l'on n'avait quand même pas vu venir du tout sur le moment. De plus, on ne peut pas échapper à l'effet de l'amnésie collective. Si on retourne aux deux événements dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire le débordement du Rhône et le débordement du fleuve Touria à Valence, on constate que dans les deux cas, ces fleuves avaient déjà fait des dégâts. Dans le cas de la vallée du Rhône, avant de définir son cours d'aujourd'hui, euh, rien ne se construisait dans la vallée car le lit du Rhône se déplaçait dans la vallée. Les villages historiques sont
sont donc construits légèrement en hauteur sur le flanc des montagnes. C'est seulement lorsqu'on a décidé de fixer le cours du Rhône qu'on a commencé à pouvoir construire quelque chose de durable dans la vallée. C'est seulement ensuite que les villes se sont développées dans la vallée. Dans le cas de Valence, l'histoire du fleuve est beaucoup plus visible. Le Turia était connu pour ses débordements réguliers et c'est finalement après les grandes inondations de Valence en 1957 qu'il a été décidé de complètement dévier son cours. Et aujourd'hui, la ville de Valence est traversée par l'ancien Lit qui a été réaménagé en parc, en jardin, en centre sportif et bien entendu la Cité des Arts et des Sciences, bâtiment futuristique blanc qu'on voit sur toutes les photos et qui est central dans la ville. Mais force est de constater que la région a toujours été propice aux inondations. Et il est donc quand même surprenant qu'on n'ait pas été capable d'anticiper le risque qui s'est matérialisé cette année. On a donc d'un côté l'amnésie collective et de l'autre l'effet Titanic où on pense avoir tout maîtrisé, mais on a quand même échoué dans l'analyse des risques. Ou alors, on peut dire que les événements climatiques sont tellement imprévisibles que quoi que l'on fasse, on est à nouveau débordé, j'ai envie de dire. Pour revenir à mon analyse précédente, je pense en fait que les entreprises qui décident d'installer une usine ou ouais, principalement une usine, elles font quand même un énorme travail d'analyse en amont avant de construire l'usine. Et ça, c'est probablement ce qui les sauve. Parce que je pense qu'au jour le jour, la gestion du risque n'est peut-être pas réellement en place dans des entreprises industrielles et il y a peut-être beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais par contre, avec une décision aussi structurante que de construire une usine, qui quand même va durer des décennies, là, j'imagine que le travail d'analyse de l'endroit où la positionner est vraiment très très sérieux et très approfondi. Et ça, c'est à mon avis ce qui sauve l'entreprise aujourd'hui par rapport à des événements climatiques comme ça, c'est que ils ont choisi en fait leurs implantations de manière très sérieuse. Donc ça, c'est vraiment la partie entre guillemets stock. Par contre, la partie flux, qui est vraiment la chaîne logistique et le transfert des matériaux, des produits à travers toute la chaîne, celui-là, je pense qu'il est aujourd'hui peu traité au niveau gestion des risques. Et c'est probablement là qu'il y a un gros effort à faire de la part des entreprises dans le futur pour justement euh, contrôler et maîtriser tout ça. Et par rapport à ton anecdote, ça renforce aussi le fait que nos sociétés, elles ont l'argent pour adapter les environnements et se protéger des phénomènes climatiques, comme elles l'ont fait dans le Rhône, pour le Rhône et pour le Douro. Alors peut-être que c'est pas suffisant, mais on l'a déjà fait, on sait le faire. Par contre, on voit justement ces régions plus pauvres. Alors elles prennent de plein fouet les événements climatiques. Et de un, elles n'ont pas l'argent forcément pour faire le travail. Et deux, elles n'ont pas la même expérience que nous. Parce que nous, finalement, on a une expérience accumulée de ce que tu as mentionné plus tôt. Donc, on voit qu'il y a quand même une vraie injustice mondiale autour de ce phénomène majeur. Et c'est pour ça que même les COP, si on n'en est pas tout à fait satisfait, ce serait quand même bien qu'elles continuent à exister. Oui, c'est clair. Je pense que ces pratiques vont continuer à exister parce que malgré tout, on a réussi à progresser dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant, je pense, dans ton exemple avec les usines, c'est que nous effectuons effectivement une analyse à un certain moment pour construire une usine. Ce que je me demande, c'est si nous continuons à faire cette analyse une fois que l'usine est construite. Je pense que ce n'est pas le cas par le passé et nous allons devoir le faire à l'avenir pour plusieurs raisons. D'abord, avec différentes initiatives ESG, et ensuite, parce que les entreprises vont se rendre compte que, comme l'environnement change, ce qui était vrai il y a 30, 40 ou 50 ans, lorsqu'on a construit une usine, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est vraiment important de remettre en question les décisions prises il y a longtemps et de se demander si l'usine construite il y a 50 ans sera encore viable dans les 50 ans à venir. C'est une question que les entreprises vont devoir se poser à l'avenir et ne pas attendre qu'un nouvel événement climatique provoque une catastrophe. Je pense aussi que les entreprises dépendantes d'autres entreprises, donc de fournisseurs par exemple, comme c'était le cas de Porsche dans nos premières émissions, vont devoir analyser toute la chaîne d'approvisionnement et examiner les choses en profondeur. Elles devront envisager différents scénarios, par exemple une augmentation de 1,5 degré, et même si cela est incertain, se demander
ce qui se passerait si l'augmentation était beaucoup plus élevée. Car il est vrai que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que nous n'atteindrons jamais cet objectif de 1,5 degré. Non, effectivement. Après, c'est vrai que aussi longtemps que les entreprises, quand on leur posera la question de l'impact, nous diront pour l'instant tout va bien, je pense pas que il y aura des analyses aussi approfondies sur la pérennité des usines qui se mettront en place. Le jour où elles seront réellement confrontées, où elles verront en fait des sociétés concurrentes ou dans leur géographie être confrontées à ce type de défi, là elles se poseront la question. Donc aujourd'hui, je pense que les plus avant-gardistes réfléchissent à une manière de mieux cartographier les risques dans leur chaîne d'approvisionnement. Par contre, sur les actifs, les gros actifs, je suis pas persuadé que ce travail soit fait de manière systématique. Après, il faut reconnaître aussi que changer une usine de place, c'est pas neutre, hein. Donc là, on est sur des projets stratégiques avec des investissements vraiment conséquents. Donc on peut imaginer qu'il y ait une grosse inertie autour de tout ça. Oui, il y a peut-être un intérêt à se dire que tant que ça tient, ça tient. C'est un peu comme dans le film de Mathieu Kassovitz, La haine, avec la célèbre réplique du début: Jusqu'ici, tout va bien. Cette phrase est une allégorie d'une situation que l'on refuse d'admettre. Et c'est vrai qu'on se dit que le jour où ça arrive, il faudrait avoir un plan de rechange. Mais tant que ça n'arrive pas, on maintient la situation actuelle. Se dire, OK, on laisse tomber un endroit pour en construire un autre sur des hypothèses, c'est une décision probablement très difficile à prendre pour une entreprise. Et puis ce sera vraiment en fait intéressant à observer parce que moi aujourd'hui, si j'étais entreprise, je me relocaliserais dans des pays qui ont les moyens justement financiers de mettre à jour leurs infrastructures pour combattre les événements climatiques. Donc une fois de plus, on a beaucoup délocalisé vers les pays où la main-d'œuvre était bon marché. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que je délocalise toujours vers une main-d'œuvre bon marché ou est-ce que je prends en considération également le niveau de résilience des infrastructures? Et donc, si je trouve évidemment des infrastructures ultra résilientes et une main-d'œuvre à bon marché, bon, bah là, la décision est facile à prendre. Mais comme en général, c'est pas couplé, la main-d'œuvre à bon marché et la résilience des infrastructures, ça va pas ensemble. Donc là, il faudra vraiment se poser la question. Euh, Quels sont mes choix, quoi? Oui, peut-être que ça sera même pas un autre choix. Je souhaite terminer sur une note un peu décalée et même à contre-courant, mais néanmoins prise au sérieux, car elle a été expliquée dans le magazine The Economist du 16 novembre. L'article met en évidence un scénario dans lequel les émissions mondiales sont réduites de 27% d'ici 2100 en raison d'un déclin de la population. Ce scénario est nettement inférieur au taux de croissance typique de 2% basé sur les tendances historiques. L'article suggère que des facteurs comme le déclin de la population et un ralentissement de la croissance économique peuvent contribuer à la baisse des émissions de carbone. T'as raison, c'est intéressant. Et en réalité, euh, quand tu as mentionné en fait cet élément, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que le GIEC faisait des scénarios en essayant de prendre en compte ce type d'éléments. Et ils appellent ça les scénarios SSP pour Shared Socio-Economic Pathways, qui sont des narratifs traduits en hypothèses socio-économiques, donc population, éducation, urbanisation, etc. Le problème, c'est que le résultat de ce travail est quand même particulièrement difficile à comprendre et il y a énormément d'informations et il y a évidemment pas mal de scénarios différents et en plus ce sont des scénarios globaux qui ensuite doivent être réadaptés à chaque zone géographique. Donc je pense qu'il y a des gens qui font le travail que tu mentionnes, mais c'est vrai qu'il y a un tel niveau de complexité. Déjà aujourd'hui on a du mal à vulgariser ce monde de chiffres et de projections à long terme, si on rajoute encore cette dimension-là, je pense qu'on perd tout le monde. Mais en tout cas, c'est passionnant. C'est très probable. Bon, je pense qu'on est arrivé au bout de cette émission.
On va laisser nos auditeurs profiter de Noël qui s'approche et on va reprendre tout le monde au mois de janvier pour de nouvelles aventures. Exactement. Très bonne fête à tout le monde. Allez, merci. Merci.